On dit que le silence est d'or. Mais cet après-midi-là, le silence entre nous valait bien trop cher. Il coûtait la réputation du juge le plus influent de France. Il coûtait ma dignité. Et peut-être, il coûtait notre avenir. Alexandre de Saint-Hubert n'était pas seulement riche, il était l'incarnation même de l'ordre. 20 ans de plus que moi, avec des yeux capables de lire mon âme comme un dossier criminel, il ne transgressait jamais les règles. Jusqu'au jour où je suis devenu l'unique exception qu'il ne parvenait plus à juger. Il ne m'a pas touché, il ne touchait jamais. Mais la manière dont il prononçait mon prénom, de cette voix rauque et maîtrisée, était plus dangereuse que n'importe quel péché que j'aurais pu imaginer commettre. Je le savais, si je faisais un pas de plus sur ce tapis perçant, aucun tribunal au monde ne pourrait nous sauver. Avant de continuer, dites-moi une chose. Depuis quelle ville regardez-vous cette histoire en ce moment? J'aime imaginer jusqu'où voyagent ces récits. Et si vous aimez les romances intenses, pleines de tensions et de secrets dangereux, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui vient ensuite devient encore plus interdit. Ma première fois dans le bureau d'Alexandre ne fut pas un choix. Ce fut une nécessité. Dehors, Paris semblait grise, les rues du quartier latin pressées et indifférentes. Mais dès que ces lourdes portes en chêne se refermèrent, le monde se tut. L'odeur était celle du papier ancien, du bois ciré et de quelque chose d'autre. Quelque chose que j'apprendrai plus tard à reconnaître comme son parfum, du santal, mêlé à une note froide de métal. Il ne se leva pas immédiatement. Alexandre de Saint-Hubert était assis derrière un bureau qui ressemblait à une forteresse. Le juge, l'homme qui décidait du destin de milliers de personnes d'un simple trait de plume. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers moi, je ne vis pas l'arrogance décrite par les journaux. Je vis une intelligence si tranchante qu'elle en devenait presque inconfortable. Il possédait ce que les Français appellent une tenue, une posture irréprochable. Son costume, taillé dans une laine si fine qu'elle semblait être de la soie, épousait parfaitement ses épaules. Les légers reflets argentés à ses tempes accentuaient encore le magnétisme d'un homme qui connaissait exactement l'étendue de son pouvoir. « Asseyez-vous, mademoiselle, » dit-il. Sa voix était basse, profonde. Ce n'était pas un ordre agressif, c'était pire, une suggestion que l'on n'oserait jamais refuser. Je m'assis, m'efforçant de ne pas laisser le bruit de mes talons résonner sur le marbre. Je n'étais qu'une jeune stagiaire en droit, quelqu'un qu'il n'aurait même pas dû remarquer. Pourtant, il me fixa 3 secondes de plus que nécessaire. 3 secondes qui transformèrent l'air de cette pièce en pure électricité. Les semaines suivantes furent un exercice de torture silencieuse. Alexandre était un mentor exigeant, mais jamais injuste. Il m'apprenait à lire entre les lignes des lois, à déceler la vérité là où tous voyaient des mensonges. Pourtant, tandis que nous débattions de morale et de justice, je me demandais ce qu'il pensait de la moralité, de la façon dont son regard s'attardait sur ma bouche lorsque je lisais les rapports. Il ne franchissait jamais la ligne. Jamais. Il était trop riche pour se salir avec des scandales et trop respecté pour être imprudent. Mais il y avait ces instants fugaces. La manière dont il s'arrêtait derrière moi pour souligner une clause du contrat, et je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, même sans qu'il me touche. Le parfum de santal m'enveloppait, et j'avais l'impression que mes poumons cessaient de fonctionner. Un jour, tandis que la neige commençait à tomber sur le jardin du Luxembourg, il me tendit un café. La porcelaine de la tasse était brûlante entre mes doigts. « Vous travaillez trop » commenta-t-il, sa voix vibrant tout près de mon cou. « J'apprends du meilleur » répondis-je, osant enfin soutenir son regard. Pendant un instant, le masque du juge se fissura. Je vis l'homme. Un homme fatigué de sa propre solitude. Un homme qui avait accumulé des millions, mais qui semblait mourir de soif devant un simple verre d'eau. « Le meilleur peut être une mauvaise influence, mademoiselle » murmura-t-il. Ce fut la première fois que le danger devint palpable. Il ne me menaçait pas. Il me mettait en garde contre lui-même. Ce n'était pas censé être un dîner romantique. Du moins, c'est ce que je me répétais lorsque j'acceptais l'invitation à réviser les derniers dossiers de l'affaire de corruption d'État dans sa résidence privée. Mais la demeure d'Alexandre de Saint-Hubert n'était pas une maison. C'était un mausolée de luxe et d'histoire. Située sur l'île Saint-Louis, la bâtisse respirait le parfum de siècles de privilèges. Le dîner fut servi par des domestiques qui se déplaçaient comme des ombres, presque invisibles. Alexandre était assis en bout de table, la lumière des bougies sculptant les lignes sévères de son visage, creusant davantage les ombres sous ses pommettes. Il portait un pull en cachemire bleu marine,
plus informel que ses costumes de tribunal, mais encore plus intimidant. Le tissu révélait la largeur de ses épaules, la force physique qu'il dissimulait habituellement sous des couches de tailleur impeccables. « Le vin est un Bordeaux 1982, » dit-il en rompant le silence. Sa voix était du velours posé sur la pierre. Une année de récolte difficile, mais qui a donné quelque chose de résilient, comme vous. Je sentis mes joues s'échauffer. Il ne faisait jamais de compliments directs. Je ne me considère pas résiliente, monsieur, seulement déterminée. La détermination est le masque que porte la résilience avant d'être éprouvée par le feu, répliqua-t-il en portant son verre à ses lèvres, sans jamais détourner les yeux de moi. La tension était presque tangible. Chaque fois que la fourchette heurtait l'assiette, le son résonnait comme un coup de feu dans le silence immense de la salle. Je sentais qu'il m'étudiait, non pas comme un juge examine un accusé, mais comme un homme qui a passé sa vie à dompter ses instincts et qui, pour la première fois, sent les rênes lui échapper. « Avez-vous peur de moi » demanda-t-il soudain. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, seulement une curiosité sincère, peut-être même une pointe de tristesse. « Je n'ai pas peur de vous, » répondis-je, ma voix vacillant légèrement. « J'ai peur de ce que vous me faites envisager pour mon propre avenir. » Il posa lentement son verre. Le silence qui suivit dura une éternité. Il se leva, contourna la table avec une lenteur calculée. Chaque pas sur le tapis d'Aubusson me volait un peu plus d'air. Il s'arrêta derrière ma chaise. Je ne le voyais pas, mais je sentais la chaleur de son corps. Ses mains se posèrent sur le dossier sans me toucher, mais encerclant mon espace. « L'avenir est une sentence qui n'a pas encore été prononcée, » murmura-t-il, assez près pour que son souffle aux notes de vin effleure mes cheveux. « Mais certains crimes valent la peine d'être punis. Ne croyez-vous pas ? La pluie à Paris a le pouvoir d'isoler les êtres dans leur propre monde. Ce soir-là, l'orage décida que je ne rentrerais pas chez moi. Alexandre insista pour que je reste dans la chambre d'amis, mais le travail nous retint au bureau jusqu'à 2 heures du matin. Nous étions penchés sur les mêmes documents. À un moment donné, la barrière professionnelle fondit simplement. J'étais épuisé, quelques mèches s'échappant de mon chignon trop strict. Il le remarqua. « Reposez-vous un peu, » dit-il en refermant un dossier épais. « Il ne reste que la dernière annexe, insistai-je, mes doigts effleurant les siens par inadvertance en tentant d'attraper une feuille. Cette fois, il ne retira pas sa main. Ses doigts étaient longs, fermes et chauds. Il posa sa main sur la mienne, la pressant doucement contre le bois du bureau. Le contact électrique me coupa le souffle. Je levai les yeux et le trouvai en train de me regarder avec une intensité dévastatrice. Il n'y avait plus le juge. Il n'y avait que l'homme, un homme qui possédait tout mais qui semblait, à cet instant précis, implorer quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. « Vous savez que c'est dangereux, » dit-il d'une voix plus rauque qu'à l'ordinaire. « Je suis trop vieux pour les jeux, et vous êtes trop jeune pour être détruite par moi. »« Vous ne me détruirez pas, » murmurai-je, le cœur battant contre mes côtes. Il s'approcha. « Vous ne comprenez pas. J'ai passé 30 ans à juger les désirs des autres. Je connais l'obscurité qui se cache sous la justice. Si je laisse ce feu commencer, je ne voudrais pas l'éteindre. Je voudrais qu'il consume tout, ma carrière, ma réputation et votre innocence. » Il relâcha ma main, seulement pour effleurer mon visage du revers de ses doigts. Le geste était si léger, si respectueux, qu'il faisait plus mal que s'il avait été possessif. Il me traitait comme quelque chose de précieux et d'interdit, comme un secret qu'il voulait enfermer dans le coffre le plus profond de son âme. « Allez dormir, » ordonna-t-il. Mais ses yeux disaient « Restez », avant que j'oublie qui je devrais être, et que je devienne l'homme que je suis vraiment lorsque je suis près de vous. Je quittai la pièce, mais la trace de ses doigts sur ma peau semblait indélébile. Je savais qu'à partir de cette nuit-là, le tribunal de ma conscience ne serait plus jamais le même. Le danger n'était pas qu'il me fasse du mal. Le danger était qu'il m'aime d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais égaler. Il y eut un gala de bienfaisance à l'hôtel de ville. Le genre d'événement où chaque sourire est calculé et chaque poignée de main vaut des millions en contrat. J'y étais en tant que membre de l'équipe de conseil, perdu dans une robe de soie qui me donnait l'impression d'être une imposture parmi l'aristocratie parisienne. Mais mes yeux, traîtres et affamés, ne cherchaient qu'une seule personne. Alexandre était entouré. Ministres, ambassadeurs et magnates de l'industrie
gravitaient autour de lui comme s'il était le soleil. Il était l'incarnation même de l'élégance française. Son smoking sur mesure semblait une armure. De loin, il était l'homme de glace, le pilier de la justice française. Il riait avec politesse, mais ses yeux restaient froids, distants, jusqu'à ce qu'il me voie. La connexion fut instantanée et violente. Pendant une seconde, le bruit des rires et de l'orchestre à cordes disparut. Il ne me fit pas signe. Il ne sourit pas. Il inclina simplement la tête d'un geste presque imperceptible, mais qui, pour moi, résonna comme un cri. Le danger n'était pas le désir, c'était l'exposition. Dans ce salon, 1000 regards nous surveillaient, prêts à savourer la chute du grand juge Saint-Hubert. Je passais la soirée à l'éviter, jouant mon rôle de jeune collaboratrice appliquée. Mais le destin, ou peut-être son désir, avait d'autres plans. Je le retrouvai sur le balcon, loin des lumières éblouissantes. Il fumait un cigare, la fumée montant lentement vers le ciel sombre de Paris. « La soie vous va bien », dit-il sans se retourner. Il savait que c'était moi au son de mes pas, ou peut-être au rythme de ma respiration. Mais c'est une invitation au désastre. « Vous m'avez dit que je devais apprendre la vie publique, monsieur », le provoquai-je en m'approchant de la balustrade, tout en maintenant la distance réglementaire de 2 mètres qu'exigeait l'étiquette. « La vie publique est un théâtre d'ombre », répondit-il en se tournant vers moi. La lumière de la lune se reflétait dans ses cheveux grisonnants. Mais ce que je ressens maintenant, en vous regardant sous cette lumière, n'a rien d'une ombre. C'est une clarté terrible. Il fit un pas vers moi. Le danger était palpable. Le moindre photographe, le moindre chroniqueur mondain surgissant sur ce balcon verrait ce qu'il tentait de cacher. La tension dans ses épaules, la manière dont il serrait la balustrade comme s'il s'empêchait de se jeter dans le vide. « Si quelqu'un nous voit, commençai-je. Ça, ils nous voient. Ils diront que le juge a enfin trouvé quelque chose qu'il ne peut pas juger, répondit-il calmement. Ils diront que je suis perdu. Il marqua une pause. Et ils auront raison. La perfection de notre bulle de silence a volé en éclats le lendemain matin. Le danger d'être trop riche et trop puissant, c'est que l'on a toujours des ennemis tapis dans l'ombre, guettant la moindre fissure dans l'armure. Et cette fissure, c'était moi. Alexandre est arrivé au bureau plus tard que d'habitude. Il ne m'a pas appelé pour notre café rituel. À travers le verre dépoli de son cabinet, je ne distinguais que sa silhouette, immobile. Quand je suis enfin entré pour lui apporter les transcriptions de la journée, j'ai remarqué une enveloppe brune sur son bureau. À l'intérieur, une seule photo, nous deux sur le balcon du bal. Ce n'était pas une image compromettante par le geste, mais la façon dont il me regardait sur ce cliché, c'était la preuve irréfutable d'un crime émotionnel. « Lucien Vaugrenard », dit-il, son nom sortant de sa bouche comme un venin. Vaugrenard était un avocat rival, un homme qu'Alexandre avait fait condamner des années auparavant pour prévarication. Il exige ma démission, sinon il enverra ceci à la presse. Le juge et la stagiaire, le scandale derrière la toge. Mon monde a vacillé. La culpabilité m'a frappé de plein fouet, comme un coup de poing. « Monsieur Alexandre, je suis tellement désolé. J'aurais dû être plus prudente. Je peux partir, je peux disparaître de Paris. » Il se leva brusquement. Pour la première fois, je vis de la fureur dans ses yeux, mais elle ne m'était pas destinée. Elle visait la fragilité de notre situation. « Vous n'irez nulle part, dit-il, sa voix vibrant d'une autorité qui me fit frissonner. Vaugrenard pense qu'il peut me briser en se servant de vous. Il ne comprend pas que j'ai passé ma vie à protéger la loi, mais que je passerai le reste de mon existence à vous protéger, vous. » Il s'avança vers moi et, pour la première fois, brisa la règle d'or. Ses mains saisirent mon visage avec une urgence qui me coupa le souffle, ses pouces caressèrent mes joues. Il croit que ma faiblesse est mon désir pour vous. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que vous êtes ma seule force. J'ai assez d'argent pour faire taire 10 hommes comme lui, mais je ne reculerai pas. Si je dois tomber, je tomberai comme un homme qui a choisi la vérité, et non la convenance. Le danger était désormais réel. Ce n'était plus une simple tension entre 4 murs, c'était une guerre. Et Alexandre de Saint-Hubert était prêt à brûler son empire et sa réputation pour que personne ne puisse jamais utiliser son nom pour me blesser. Alexandre décida que le silence de Paris était devenu trop bruyant. Avec la menace de Vaugrenard planant au-dessus de nos têtes comme une guillotine prête à s'abattre, il m'emmena dans sa propriété d'Étretat.
C'était une demeure de pierre grise, nichée au sommet des falaises, là où la Manche rugissait en contrebas. Un lieu qui reflétait exactement ce qu'il était, inébranlable, isolé et d'une immense profondeur. Là-bas, il n'y avait pas d'employés, pas de photographe, pas le poids de la toge. Il n'y avait que le crépitement du bois dans la cheminée et le hurlement du vent contre les fenêtres. Alexandre semblait différent hors de la ville. Il avait troqué ses costumes pour des vêtements de laine sombre, mais le danger qu'il émanait ne diminuait pas. Il changeait seulement de forme. Il n'était plus le juge, il était le maître de ses terres, l'homme qui dominait les éléments, mais qui semblait incapable de dominer ce qu'il ressentait chaque fois que j'entrais dans la pièce. « Ici, le temps n'appartient pas au gouvernement, dit-il, tandis que nous regardions la mer depuis la véranda abritée. Ici, je ne suis pas une autorité. Je ne suis qu'un homme observant la fin du monde. Et que voit cet homme ? Demandai-je, m'approchant assez pour que nos épaules se frôlent. Il ne s'écarta pas, au contraire, il se pencha vers moi, l'odeur des embruns mêlée à son parfum coûteux créant une brume enivrante. Il voit une femme qui le pousse à se demander si 30 ans de droiture n'étaient qu'une répétition avant ce moment de ruine. Le danger à Étretat, c'était l'intimité absolue. Sans le bureau, sans les dossiers, nous n'étions que 2 corps dans une maison trop vaste. Chaque repas simple, chaque promenade sur les falaises sous un ciel de plomb était un test de résistance. Le respect qu'il me témoignait était ma plus grande torture. Il me traitait avec une révérence que je n'avais jamais reçue des hommes de mon âge. Il m'écoutait comme si chacune de mes paroles était un verdict sacré. La nuit de l'orage a tout changé. L'électricité s'est coupée, plongeant le manoir dans une obscurité que seuls les éclairs et l'éclat mourant de la cheminée venaient de briser. Je n'arrivais pas à dormir. Le froid de la maison s'insinuait dans mes os, mais c'était le froid de la solitude qui me faisait le plus souffrir. Je suis descendu et je l'ai trouvé assis dans le noir, observant simplement les flammes. Il n'avait pas besoin de lumière pour lire. Il connaissait chaque ligne de ses pensées par cœur. « Vous devriez être au lit, » dit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre sourd dans la pièce silencieuse. « Je ne veux pas être seul, Alexandre. » Pour la première fois, j'ai prononcé son prénom sans son titre. L'effet fut immédiat. Il se leva avec une agilité qui démentait son âge. En 2 pas, il franchit la distance qui nous séparait. Son visage était tendu, les rides de son front révélant la bataille intérieure qu'il était en train de perdre. « Savez-vous ce que vous faites ?» demanda-t-il, ses mains planant à quelques centimètres de ma taille, résistant encore, restant l'homme de principe qu'il avait juré d'être. « Si je vous touche maintenant, mademoiselle, si je brise ce dernier mur, il n'y aura plus de retour possible pour vous. Je suis un homme de possessions absolues. Si vous êtes à moi, je voudrais chacune de vos pensées, chacun de vos rêves, chaque battement de votre cœur. Je ne sais pas aimer avec légèreté. Mon amour est une condamnation à perpétuité. » « Alors condamnez-moi, ai-je répondu, saisissant son visage de mes mains tremblantes. « Je préfère être votre prisonnière que d'être libre dans un monde où vous ne me touchez pas. » Il poussa un soupir qui ressemblait à une plainte et à une reddition. Et alors le juge Saint-Hubert finit par céder. Le baiser ne fut pas doux. Ce fut une explosion d'années de retenue, de décennies de désirs réprimés. C'était le baiser d'un homme prêt à tout perdre, ses millions, sa réputation, sa place dans l'histoire, juste pour goûter aux fruits interdits. Cette nuit-là, au son des vagues s'écrasant contre les rochers de Normandie, le péché silencieux devint une symphonie. Il ne fut ni dominateur, ni possessif de manière vulgaire. Il fut dévastateur de présence. Il m'a touché comme s'il lisait la loi la plus importante de sa vie, écrite sur ma peau. Chaque caresse était une excuse et une promesse. « J'ai attendu toute une vie pour ce désastre, » murmura-t-il contre ma peau. Et maintenant qu'il est là, je ne le laisserai jamais s'arrêter. Nous sommes rentrés à Paris sous le manteau de l'aube. Le monde pensait qu'Alexandre de Saint-Hubert était fragilisé par la menace de Vaugrenard, mais ils avaient oublié une règle fondamentale, ne jamais acculer un homme qui a passé 30 ans à étudier les failles humaines. Alexandre ne s'est pas désespéré, il n'a pas tenté de racheter la photo. C'est ce qu'un homme ordinaire aurait fait. Au lieu de cela, il a utilisé sa richesse pour ce à quoi elle servait réellement, l'accès à la vérité cachée des autres. Tandis que je tremblais pour notre avenir, il passait ses nuits blanches, non pas dans l'agonie mais dans l'exécution. Le secret pour détruire un maître chanteur, me dit-il alors que nous prenions un café amer à 6 heures du matin, ce n'est pas de cacher son propre péché,
c'est de prouver que son péché à lui est plus lucratif pour ses ennemis que le vôtre ne l'est pour les vôtres. Vaugrenard pensait détenir une photo. Alexandre a découvert que Vaugrenard possédait des comptes dans des paradis fiscaux, liés à des affaires de blanchiment d'argent que le juge lui-même avait instruites des années auparavant, mais gardées en suspens faute d'une pièce maîtresse. Une pièce que, grâce à quelques millions d'euros et aux bons contacts à Genève, Alexandre a fini par obtenir. Le danger d'Alexandre était là. Il était trop riche pour être pressé. Il était patient. « J'irai à ce rendez-vous aujourd'hui », dis-je d'une voix tremblante. Vaugrenard voulait me rencontrer dans un restaurant discret du Marais pour m'intimider. « Vous irez », répondit-il, en se levant pour venir vers moi. Il ajusta le collier de perles à mon cou, ses doigts chauds s'attardant sur ma peau. « Mais vous n'irez pas en victime, vous irez en tant que ma représentante. Dites-lui que le juge Saint-Hubert ne négocie pas avec le passé. Il dicte l'avenir. » À cet instant, j'ai compris la véritable nature de l'homme que j'aimais. Il n'était pas seulement un juge, il était un architecte des destins. Il était prêt à sacrifier sa propre paix pour s'assurer que personne ne puisse plus jamais m'utiliser comme un pion dans ses jeux sales. Le rendez-vous fut bref. Vaugrenard exhalait l'assurance propre aux médiocres. Il commença à pérorer sur la décence, sur la différence d'âge scandaleuse, et sur la manière dont la carrière d'Alexandre serait réduite en cendres dans les tabloïds dès le lendemain. Je n'ai pas prononcé un seul mot. J'ai simplement ouvert la chemise qu'Alexandre m'avait confiée. À l'intérieur, aucune photo de nous. Il y avait des relevés de transferts bancaires, des noms de prête-noms et une note manuscrite de la calligraphie impeccable d'Alexandre. La justice est aveugle, Vaugrenard, mais elle possède une mémoire excellente. Choisissez mon silence contre votre exil, ou votre photo contre votre cellule. J'ai vu le sang quitter le visage de cet homme. Le pouvoir d'Alexandre n'était pas l'argent en soi, mais l'immunité que cet argent et cette position avaient bâtie au fil des décennies. Quand je suis sorti du restaurant, Alexandre m'attendait dans la voiture, au coin de la rue. Il n'a pas demandé comment cela s'était passé. Il a vu la réponse dans ma démarche. « Est-ce que c'est fini ?» demandai-je, m'installant dans le cuir parfumé du véhicule. « Pour lui, oui », répondit Alexandre, prenant ma main pour la porter à ses lèvres. « Pour nous, cela ne fait que commencer. Le scandale n'a jamais éclaté. La photo a été brûlée dans la cheminée du manoir d'Étretat la semaine suivante. Mais le poids de nos actes est resté. Alexandre a démissionné de son poste de juge quelques mois plus tard, invoquant le désir de se concentrer sur des projets personnels. Le tout Paris a jasé pendant des semaines, mais il ne s'en est pas soucié. Il a troqué le tribunal pour mon sourire. Il a troqué le jugement du monde pour la paix d'une vie où il n'avait plus besoin de feindre d'être un pilier de glace. Aujourd'hui, quand nous marchons sur les quais de la Seine, il est toujours cet homme trop vieux, trop riche et trop dangereux aux yeux des passants. Mais quand le soleil se couche et que nous regagnons notre refuge, il est simplement l'homme qui me regarde comme si j'étais la seule loi qu'il ait choisi d'honorer pour le reste de ses jours. Un péché silencieux peut-être. Mais le silence n'a jamais été aussi doux. Si cette histoire vous a fait retenir votre souffle, si vous aussi vous croyez qu'il existe des amours qui défient la logique, l'âge, le pouvoir et même la morale, et si vous aimez les histoires intenses, interdites et sophistiquées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain homme de pouvoir pourrait être encore plus dangereux.